prédisposition, formation de l'hystérie. Dans cet exposé, j'ai à maintes reprises fait ressortir que la plupart des manifestations dont nous cherchons l'explication reposaient sur une constitution innée, échappant à toute interprétation qui tenterait d'aller au-delà d'une constatation du fait patent. Mais la possibilité de devenir hystérique est elle aussi certainement liée à une particularité du sujet qu'il ne serait peut-être pas inutile de définir avec plus de précision. J'ai déjà montré plus haut pourquoi l'opinion de Janet est inadmissible. Selon cet auteur, la prédisposition à l'hystérie reposerait sur une faiblesse psychique constitutionnelle. Le praticien qui, dans son rôle de médecin de famille, peut observer à tous les âges les membres hystériques de celle-ci, sera de préférence enclin à rechercher cette prédisposition dans un excédent plutôt que dans un déficit. Les adolescents qui deviendront hystériques se montrent généralement, avant de tomber malades, pleins de vivacité, doués, très intéressés par les choses intellectuelles. Leur volonté est souvent remarquable. C'est parmi eux que l'on trouve ces jeunes filles qui se lèvent la nuit pour se livrer en secret à des études auxquelles leurs parents, par crainte de surmenage, s'étaient opposés. Certes, la faculté de juger sainement ne leur est pas plus généreusement impartie qu'aux autres humains, mais il est rare de découvrir parmi eux des sots et des sujets affectés de paresse d'esprit. Leur productivité mentale débordante amena l'un de nos amis à prétendre que les hystériques formaient la fleur de l'humanité, aussi stérile il est vrai, mais aussi belle que certaines fleurs. Leur vivacité, leur agitation, leur besoin de sensation et d'activité intellectuelle, leur inaptitude à supporter la monotonie et l'ennui peuvent s'expliquer de la façon suivante. Ils appartiennent à une catégorie d'individus dont le système nerveux libère, à l'état de repos, un excédent d'excitation qui exige d'être utilisé. Pendant leur développement et par suite à la puberté, la forte poussée d'excitation que provoque la sexualité naissante et les glandes sexuelles viennent s'ajouter à l'excédent originel. En conséquence, les phénomènes pathologiques disposent d'une quantité excessive d'excitation nerveuse libre, mais pour que cette dernière prenne la forme de manifestations morbides hystériques, il faut la présence chez le sujet de certaines particularités spécifiques. La grande majorité des êtres vifs et agiles ne deviennent pas pour autant hystériques. J'ai du plus haut me contenter de dire de ces malades, en me servant de termes vagues et peu significatifs, que leur système nerveux était anormalement excitable. Mais on pourrait peut-être aller plus loin et ajouter que cette anomalie est due au fait que chez eux l'excitation de l'organe central se déversa dans le système nerveux sensoriel, qui normalement n'est accessible qu'aux excitations périphériques et à celles venant d'organes végétatifs isolés par de fortes résistances du système nerveux central. Cette conception d'un excédent permanent d'excitation à laquelle les appareils viscéraux de la sensibilité et de la vasomotricité seraient accessibles suffirait peut-être à expliquer certains phénomènes pathologiques. Quand chez les sujets ainsi constitués, l'attention se trouve concentrée sur une partie du corps, la voie attentionnelle, ex-nerf, se trouve plus largement ouverte aux sensations qui ne seraient nécessaires. L'excitation libre, flottante, s'engage pour ainsi dire dans cette voie, et une hyperesthésie locale apparaît. En conséquence, les douleurs, quelle que soit leur origine, prennent une intensité maxima et toutes les souffrances deviennent épouvantables, intolérables. Mais la quantité d'excitation qui a une fois investi une voie sensible ne l'abandonne pas toujours, comme cela se produit chez les normaux. Non seulement elle s'accroche, mais elle s'intensifie par afflux constant de nouvelles excitations. Un traumatisme articulaire léger, une névrose articulaire se produisent alors. Les sensations douloureuses de l'œdème ovarien se muent en ovarite chronique. Le système nerveux de l'appareil circulatoire est plus accessible à l'influence du cerveau que chez les êtres normaux. On observe des palpitations nerveuses, une tendance à la syncope, des rougeurs ou des pâleurs excessives. Mais ce ne sont pas seulement les influences centrales qui excitent plus facilement les zones nerveuses périphériques. Ces dernières réagissent également de façon excessive et inadéquate aux stimuli fonctionnels normaux. Les palpitations surviennent après une légère excitation ou après un effort modéré et les vasomoteurs provoquent sans participation d'une influence psychique quelconque une contraction des artères, doigt mort. De même qu'un léger traumatisme peut provoquer une névrose articulaire, de même une bronchite de courte durée est capable d'engendrer de l'asthme nerveux, une indigestion ou fait fréquent une cardialgie. Nous sommes ainsi amenés à constater que l'accès permis aux sommes d'excitation d'origine centrale
tout en ne constituant qu'un cas spécial d'excitation générale anormale. Oppenheim, l'habilité de la molécule, n'en a pas moins une grande importance dans la question que nous traitons ici. C'est pour cette raison que je ne voulais pas rejeter entièrement la vieille théorie des réflexes de ces symptômes. Peut-être ferait-on mieux de simplement qualifier ces derniers de nerveux, mais ils appartiennent au tableau clinique empirique de l'hystérie. Les vomissements qui accompagnent la dilatation de l'utérus peuvent très bien, dans les cas d'excitabilité anormale, être déclenchés de façon réflexe par une irritation utérine passagère et peut-être même par des œdèmes mobiles des ovaires. Nous le savons, les altérations organiques peuvent avoir tant de répercussions lointaines, tant de points conjugués singuliers que rien ne nous autorise à rejeter l'idée d'une quantité de symptômes nerveux à fondement psychique représente en certains cas de lointaines conséquences réflexes. J'irais même jusqu'à formuler une hérésie tout à fait démodée en disant que les difficultés de mouvement d'une jambe pourraient parfois être non point psychiques mais directement réflexes et avoir été provoquées par une affection génitale. Je crois que mieux vaut ne pas soutenir trop péremptoirement nos nouvelles idées ni les appliquer à tous les cas. D'autres formes de sensibilité anormale échappent encore entièrement à notre compréhension. Tel est le cas de l'analgésie générale des plaques anesthésiques, celui du rétrécissement réel du champ visuel. Il est possible et peut-être même probable que d'autres observations permettent de découvrir l'origine psychique de n'importe quel stigmate de cette espèce et par là d'expliquer le symptôme. Cette explication n'a jusqu'ici pas été possible, je n'oserais généraliser l'indication que nous a fournie notre cas numéro 1. Et je ne crois pas qu'il soit indiqué de présupposer avant qu'elle puisse se confirmer cette conclusion. Au contraire, la particularité citée du système nerveux et du psychisme semble expliquer certains traits caractéristiques, bien connus de nombreux hystériques. Tout excédent d'excitation libérée par leur système nerveux provoque chez eux une incapacité d'endurer l'ennui et la monotonie. Leurs besoins de sensation les poussent, quand débute leur maladie, à interrompre le cours monotone de leur existence par toutes sortes d'incidents qui constituent, est-il besoin de le dire, surtout des phénomènes pathologiques. L'autosuggestion y concourt souvent. Les malades y inclinent souvent, toujours davantage en vertu de leurs besoins de maladie, très surprenant aussi pathognomique de l'hystérie que la peur des maladies l'est de l'hypocondrie. Je connais une hystérique qui fort souvent s'amusait à se faire du mal à elle-même sans que l'entourage ou le médecin s'en doutasse. À défaut d'autre chose, seule dans sa chambre, elle se livrait à toutes sortes d'excentricités afin de se prouver à elle-même qu'elle n'était pas normale. Elle a conscience de son état pathologique, remplit mal ses obligations et par de semblables actes se justifie elle-même. Une autre malade, très gravement atteinte, affectée de scrupules morbides et pleine de méfiance d'elle-même, ressent chacune de ces manifestations hystériques comme un remords, parce qu'elle n'aurait pas dû avoir ça si seulement elle l'avait voulu. Sa parésie de la jambe fut faussement attribuée à une affection spinale, et ce diagnostic la soulagea moralement. Mais quand on lui expliqua qu'il ne s'agissait que de troubles nerveux destinés à disparaître, cela suffit à créer chez elle de graves crises d'anxiété. Le besoin de maladie répond à l'envie lancinante qu'a la malade de se convaincre elle-même et de convaincre les autres de la réalité de son mal. Quand tout cela vient s'ajouter aux tourments causés par la monotonie d'une chambre de malade, une tendance à toujours créer de nouveaux symptômes se développe de la façon la plus marquée. Mais quand cette tendance se mue en habitude de mensonge et en simulation réelle, et je crois que nous rejetons actuellement le concept de simulation avec autant de conviction que nous l'avions jadis admis, ce fait n'est pas dû à une prédisposition hystérique, mais comme Möbius l'a justement indiqué, à une combinaison de celle-ci, avec d'autres dégénérescences originellement de valeur morale minime. Ainsi, l'hystérique devient méchant du fait qu'à son âme faible s'ajoute un trouble caractériel à forme égoïste et qui provoque très facilement une maladie chronique éminente. La méchanceté est d'ailleurs à peine plus fréquente chez les hystériques que chez les tabétiques au stade tardif. Un excès d'excitation provoque aussi des réactions pathologiques dans le domaine de la motricité. C'est ainsi que des enfants appartenant à cette catégorie exécutent très facilement certains mouvements apparentés aux tics. Ceux-ci, d'abord suscités par quelques sensations oculaires ou au visage, peuvent devenir permanents si l'on ne s'y oppose pas immédiatement. Les voies réflexes sont très aisément et très rapidement établies. Il ne faut pas non plus nier l'existence de crampes purement motrices, indépendantes de tout facteur psychique.
Dans ces accès, la quantité d'excitation accumulée se décharge, tout à fait comme celle amassée par suite d'altérations anatomiques. Dans l'accès épileptique, il s'agirait en pareil cas de crampes hystériques non idéogènes. Nous avons bien souvent affaire à des adolescents qui, jusqu'alors bien portants, ont été atteints d'hystérie à leur puberté, et nous nous demandons alors si ce n'est pas ce processus de maturation qui a créé une prédisposition là où elle n'existait pas originellement. Et d'ailleurs, nous devons nous demander s'il ne conviendrait pas d'attribuer à la puberté plus qu'une simple poussée d'excitation. La maturation sexuelle affecte l'ensemble du système nerveux, accroît partout l'excitabilité en affaiblissant les résistances. L'observation d'adolescents non hystériques est à ce point de vue instructive, et tout nous porte à croire que la puberté instaure une complaisance à l'hystérie, dans la mesure où celle-ci consiste justement en cette particularité du système nerveux. Nous constatons déjà que la sexualité est l'une des grandes composantes de l'hystérie. Nous verrons que sa participation y est encore plus considérable et qu'elle concourt par les moyens les plus divers à la formation de la maladie. Quand les stigmates émergent directement du sol originel de l'hystérie et ne sont pas d'origine idéogène, il devient impossible de faire de l'idéogénie, comme on le fait quelquefois de nos jours, le noyau de l'hystérie. Que pourrait-on considérer de plus hystérique que les stigmates, ces indices pathognomoniques qui permettent d'établir un diagnostic et qui justement ne semblent pas idéogènes? Mais si l'hystérie se fonde sur une particularité du système nerveux total, c'est sur cette maladie néanmoins que s'établit le complexe des symptômes psychiquement et idéogéniquement déterminés, comme une construction sur ses fondements. Et il s'agit d'un édifice à plusieurs étages, de même que l'on ne se rend compte de la structure de cet édifice que si l'on comprend le plan des différents étages. De même, la compréhension de l'hystérie dépend d'une compréhension des différentes causes complexes de la maladie. Si l'on néglige cela et que l'on essaye d'expliquer l'hystérie en ne se servant que d'un unique ensemble de causes, on constate qu'un très grand nombre de phénomènes restent encore incompris et tout se passe comme si l'on tentait de faire tenir les différentes pièces d'un immeuble de plusieurs étages sur le plan d'un seul étage. Nous avons déjà pu voir que comme les stigmates, une série d'autres symptômes ne sont pas dus à des représentations, mais découlent directement d'une anomalie fondamentale du système nerveux. C'est le cas de certaines algies, de certains phénomènes vasomoteurs et peut-être même de quelques accès de crampes purement motrices. À côté de ces cas, il convient de ranger les phénomènes idéogènes, simplement dus aux conversions d'émoi. Ils émanent d'affects chez des sujets à prédisposition hystérique et ne représentent d'abord qu'une manifestation anormale des mouvements d'humeur, Oppenheim. Cette prédisposition constitue justement ce que Strumpel qualifie de trouble dans le domaine psychophysique, trouble qui s'observe à la base de l'hystérie. Cette réaction se transforme par sa répétition en un symptôme hystérique réel et d'apparence purement somatique, tandis que la représentation motivante devient imperceptible ou rejetée, donc chassée du conscient. La plupart des représentations ainsi repoussées et converties ont un contenu sexuel. On les trouve à la base d'une grande partie des hystéries de la puberté. Les adolescentes, car c'est en effet de celles-ci qu'il s'agit surtout, se comportent de façon très différente à l'égard des représentations et des sensations sexuelles qui les assaillent. Certaines y réagissent très calmement, très naturellement, parfois en ignorant tout ce domaine et n'en tenant aucun compte. D'autres réagissent à la manière des garçons, c'est en général le cas des paysannes et des ouvrières. D'autres encore cherchent avidement, avec une curiosité plus ou moins morbide, ce qui dans les conversations ou dans les livres pourrait les renseigner sur la sexualité. Certaines enfin, douées d'une nature délicate, très sensible à la sexualité en même temps que très pure moralement, tiennent tout ce qui est sexuel pour incompatible avec leur moralité et le considèrent comme une saleté et une souillure. Certaines observations nous permettent de penser que la peur des contacts, autrement dit la peur des souillures, qui pousse les femmes à se laver sans cesse les mains, a souvent pareille origine. Le lavage découle du même processus que chez Lady Macbeth. Elles éliminent de leur conscient la sexualité. Les représentations affectives de celles-ci qui ont provoqué des phénomènes somatiques, une fois qu'elles ont été rejetées, deviennent inconscientes. La tendance à rejeter ce qui est sexuel se renforce encore du fait qu'à l'excitation sensuelle des vierges se mêle une crainte de l'inconnu, du soupçonné, de ce qui va se produire. Chez le jeune homme sain, normal, au contraire, on ne trouve qu'un instinct purement agressif. La jeune fille pressent dans Eros
la force terrible qui va régler son destin en décider, et c'est ce qui l'épouvante. Sa tendance à ne pas regarder les faits en face et à chasser hors du conscient le motif de la crainte s'en trouve renforcée. Le mariage suscite de nouveaux traumatismes sexuels, et l'on peut s'étonner de voir que la nuit des noces n'exerce pas plus souvent d'action pathogène, puisqu'elle comporte maintes fois non pas une séduction érotique mais un viol. Quoi qu'il en soit, l'hystérie n'est pas rare chez les jeunes femmes, et l'on peut fréquemment l'attribuer à cette initiation. Elle disparaît par la suite une fois que la révélation au plaisir sexuel a été réalisée et le traumatisme effacé. Mais d'autres traumatismes sexuels peuvent encore survenir au cours de bien des vies conjugales. Certaines histoires de malades que nous avons dû nous abstenir de publier relatent un grand nombre d'exigences et de pratiques perverses de la part du mari. Je ne pense pas exagérer en prétendant que le lit conjugal est chez les femmes à l'origine de la plupart des névroses graves. Il est bien dommage que les cliniciens ignorent ce facteur pathogène ou ne le mentionnent qu'en passant alors qu'il est pourtant l'un des plus importants. C'est là un fait d'expérience que le praticien se devrait de faire connaître aux jeunes médecins. Ceux-ci passent généralement en aveugle devant la sexualité, tout au moins en ce qui concerne leurs malades.